L'architecture est l'un des éléments les plus importants de l'héritage culturel de l'humanité. Au cours des milliers d'années précédentes, différentes civilisations ont construit des merveilles architecturales aussi frappantes les unes que les autres. Les pyramides, les palais, les cathédrales, les mosquées. Chacun de ceux-ci est apparu avec les calculs subtils des architectes, avec le labeur et la main-d'œuvre commune de milliers de personnes. L'architecture est le domaine d'exposition des notions d'art et d'esthétique qu'Allah a accordé à l'être humain. Très bien. Savez-vous que dans la nature se trouvent également des architectes aussi habiles que les êtres humains? Les architectes dans la nature. Les animaux dans la nature attirent d'abord notre attention avec leur constitution corporelle. Le guépard a un système de squelette et de muscles magnifiques conçus pour courir. L'aigle fut créé avec la meilleure conception aérodynamique du monde. Le dauphin possède une peau et un corps spécialement créés pour nager dans l'eau. Ces conceptions parfaites dans le corps des êtres vivants sont des preuves qui nous rappellent que c'est Allah qui crée chaque espèce des êtres vivants. Seulement, il n'est pas suffisant de posséder un corps parfait, il faut en même temps que l'animal sache comment utiliser ce corps. Les ailes d'un oiseau lui seront uniquement utiles lorsqu'il réussira à voler, à planer et atterrir de manière parfaite avec ces dernières. Et quand on regarde le monde des êtres vivants avec cet œil, on fait face à une réalité très intéressante. Chaque être vivant montre les comportements les plus appropriés pour les conditions naturelles dans lesquelles il se trouve. Qui plus est, il possède ces comportements dès le moment de sa naissance. Pour une gazelle qui vient de naître, se mettre debout et courir ne prend qu'une demi-heure. Les bébés tortues enfouis sous le sable par la tortue mère savent qu'ils doivent casser leur coquille et monter à la surface. De plus, on leur a également enseigné qu'il leur est nécessaire d'atteindre la mer aussitôt qu'ils sortent dehors. C'est comme si les animaux étaient venus dans ce monde après avoir été éduqués. Quant à l'exemple le plus étonnant de cette éducation étonnante, ce sont les nids qu'ils construisent avec une grande habileté.
Regardons maintenant certains des nids intéressants dans la nature et examinons ensemble comment les animaux construisent ceux-ci. Le secret des abeilles. Lorsque vous allez dans la prairie par un jour ensoleillé, la beauté fascinante des fleurs attire votre attention. Quand vous examinez les fleurs d'un peu plus près, vous tombez sur un autre être vivant intéressant. Celui-ci est l'abeille qui est le plus discipliné parmi les architectes dans la nature. Les abeilles vivent en colonie et produisent le miel, qui est l'un des aliments les plus magnifiques de la Terre. Quant au miel qu'elles produisent, elles le conservent dans les alvéoles hexagonales qu'elles ont cette fois encore construites elles-mêmes. Très bien. Avez-vous jamais pensé pourquoi les abeilles font absolument les alvéoles de manière hexagonale? Les mathématiciens ont cherché la réponse à cette question et suite à de longs calculs, ils sont parvenus à une réponse intéressante. Le moyen de construire un dépôt avec le moins d'ingrédients et de manière à assurer le maximum de place est de faire les murs en forme d'hexagone. Réfléchissons un peu aux autres formes. Si, au lieu de les construire sous forme d'hexagone, les abeilles avaient construit les alvéoles sous forme de cylindre ou de prisme pentagonal, des vides non utilisés dans les interstices seraient apparus et ainsi moins de miel aurait pu être stocké dans les alvéoles. Quant aux cellules triangulaires ou quadrangulaires, le miel aurait pu être stocké sans laisser d'interstices entre elles. Seulement, les mathématiciens ont remarqué ici un point délicat. Parmi ces différentes formes géométriques, celle qui a la circonférence la plus courte, c'est l'hexagone. Par conséquent, bien qu'elle possède le même volume, les ingrédients utilisés pour les cellules hexagonales vont être moindres que ceux utilisés pour les cellules triangulaires et quadrangulaires. En bref, l'alvéole hexagonale est la forme qui fournit le maximum d'espace de stockage avec le minimum de cire. L'abeille utilise la forme la plus idéale qui puisse être. Quant à un autre aspect étonnant des abeilles, c'est leur collaboration lorsqu'elles façonnent les alvéoles. Quand l'être humain voit une alvéole terminée, il a l'impression qu'elle a été façonnée en un seul bloc. Or, les abeilles commencent à façonner les alvéoles en différents points. Des centaines d'abeilles se mettent à bâtir des alvéoles en commençant par 3-4 points différents. À force de façonner les alvéoles, à la fin, elles s'unissent au milieu. Dans les points de jonction, il n'y a pas la moindre discordance ni la moindre erreur. Lorsque les abeilles façonnent les alvéoles, elles calculent également l'angle des cellules les unes par rapport aux autres. Les cellules d'alvéoles qui sont dos à dos sont absolument construites avec une inclinaison de 13 degrés par rapport au sol. Cette inclinaison empêche que le miel coule des alvéoles et se déverse au sol. Peu importe où que nous allions dans le monde, à chaque fois les abeilles réussissent sans faute cette architecture extraordinaire. En plus, elles font cela dans les profondeurs de la ruche, c'est-à-dire dans un environnement complètement obscur où le soleil ne peut pas entrer. Ici, il y a une réalité très intéressante. Les abeilles présentent toutes ces caractéristiques extraordinaires dès l'instant de leur naissance. Ce n'est pas en regardant ou avec le temps qu'elles apprendront la fabrication de l'alvéole ou la détermination du sens. De toute manière, dès l'instant où elles ouvrent leurs yeux, elles possèdent les compétences pour faire ces besognes. Très bien, qui est celui qui enseigne cet art architectural aux abeilles ?
La réponse à cette question est donnée dans le Coran. Dans ce livre qu'Allah a descendu aux êtres humains en tant que guide, il nous informe ainsi du secret des aptitudes étonnantes des abeilles. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis, mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Le secret des comportements extraordinaires chez les êtres vivants, c'est l'inspiration qu'Allah leur donne. Et ceci n'est pas valable uniquement pour l'abeille, mais pour tous les êtres vivants. Lorsque nous examinons certains autres architectes dans la nature, nous pouvons voir cette réalité plus clairement. Les castors. Un temps auparavant, ce petit lac que vous voyez était un endroit bien différent. Pour être plus juste, jusqu'à un proche passé, il n'y avait pas de lac ici. Des cailloux durs s'étendaient sur la terre sèche. Mais un groupe de travailleurs très besogneux se sont beaucoup affairés, ils ont fourni un grand effort et ils ont formé ce lac. Ces travailleurs besogneux sont ces charmants animaux qu'on appelle castors. Leur maison prend place sur le bord d'un lac qu'ils ont édifié avec leurs propres efforts. L'histoire des castors commence avec l'émigration d'un castor mâle et d'un castor femelle afin de se construire un nouveau nid. Le couple de castors va construire sa maison sur le cours d'eau. Mais pour ce travail, ils doivent d'abord arrêter l'écoulement du cours d'eau. Et pour arrêter cet écoulement, ils utilisent le même procédé qu'utilise l'être humain depuis des siècles. Ils construisent les barrages. Pour commencer la construction du barrage, il faut d'abord trouver du matériel. Le matériel, ce sont les troncs d'arbres et les branches. Les castors commencent leur besogne en allant sur le terrain boisé près du cours d'eau. D'abord, ils se nourrissent un peu avec les feuilles des arbres qu'ils trouvent. Mais leur principale occupation, c'est de couper et d'abattre les arbres, et ils font cela en grignotant habilement le tronc de l'arbre. Le côté intéressant de l'affaire est qu'ils rongent les arbres d'une telle manière que l'arbre dont le grignotage est fini se renverse obligatoirement vers le cours d'eau.
Le fait de couper et d'abattre l'arbre est pour l'instant la partie la plus rudimentaire du travail. Les castors séparent ensuite les branches de ces arbres une à une et en les alignant devant le plus grand tronc qu'ils ont abattu, ils commencent à former une barrière devant le cours d'eau. Tout au long de ces opérations, le seul moyen qu'ils utilisent, ce sont leurs mains et leur bouche. Ce travail va continuer avec une grande patience. En un an, 2 castors abattent environ 400 arbres. Ils séparent les branches des arbres qui restent loin du cours d'eau et ensuite, en les traînant, ils les emmènent à leur barrage. Quand ils rongent les troncs ou les branches des arbres, les castors utilisent toujours leurs incisives. Ces incisives, qu'ils utilisent constamment, s'usent et se cassent de temps à autre. Seulement, la mâchoire du castor fut créée de manière appropriée à cela. Tout comme les ongles des êtres humains, ces incisives coupantes grandissent en permanence. Allah le Très-Haut, qui crée les castors, a également créé leurs dents de la manière la plus appropriée au travail qu'ils vont faire. Quant au corps des castors, ils furent créés avec une conception afin de leur faciliter la nage dans l'eau. Leurs pattes sont palmées et grâce à cela, ils peuvent facilement pousser l'eau. Quant à leur queue, elle est comme une énorme palette. Par ce moyen, ils nagent très confortablement dans l'eau. Les castors poursuivent le chantier avec une grande détermination. Ils alignent habilement les grands troncs d'arbres et les morceaux de petites branches, et chaque jour qui passe, ils agrandissent encore plus le barrage. À mesure que le barrage s'agrandit, le dépôt d'eau qui se forme devant celui-ci s'élève aussi. À la suite de quelques mois de travail, un grand lac de barrage se forme. Seulement, à mesure que le petit lac grandit, les castors doivent renforcer le barrage et réparer les fissures. Ils accomplissent cette tâche difficile avec une grande patience. L'aperçu qui ressort à la fin de leur labeur de quelques mois est en un seul mot magnifique.
Il ressemble à celui que font les êtres humains. Un vrai barrage a vu le jour. Si on fait attention, les castors font leur barrage avec une courbure concave. Ceci n'est pas une forme choisie par hasard, car la forme de barrage qui résiste le mieux contre la pression de l'eau, c'est le barrage construit de manière concave. Et effectivement, de nos jours, les barrages des centrales hydroélectriques modernes sont construits de manière concave. Bref, le savoir de construction auquel l'être humain a accédé avec le temps, les castors le possèdent depuis le premier jour de leur naissance. Très bien, qui leur a enseigné ce savoir? Certes, un être vivant ne peut pas acquérir la compétence de construire un barrage par hasard. Il ne peut pas trouver par hasard la structure du barrage qui va le mieux faire face à la pression de l'eau. Et il ne peut pas transmettre ses compétences aux générations d'après. Celui qui donne les compétences que possède le castor, c'est Allah le Très-Haut, qui crée tous les êtres vivants et qui leur inspire leurs tâches. Le but des castors, dans la construction de tout ce gigantesque barrage, c'est de posséder un petit lac tranquille où ils peuvent faire leur nid. Pendant qu'ils construisent le barrage, ils font également d'un côté leur propre nid. Le nid est sur le bord du petit lac, dans un endroit proche de la terre. Le nid qui semble être un amas de bois lorsque l'on regarde d'en haut, a en fait été très bien conçu. L'entrée dans le nid est seulement sous l'eau. Pour pouvoir entrer à l'intérieur, il faut passer par un tunnel secret. Lorsque le tunnel est traversé, apparaît une chambre secrète qui demeure au-dessus du niveau de l'eau. La famille castor vit dans cette chambre sèche et sécurisée. Parfois, les castors font leur nid à 2 étages. Le premier étage est l'entrée et le salon. Quant au deuxième étage, c'est la salle à manger et la chambre à coucher. Un nid de castor a 2 entrées sous-marines distinctes et un conduit de ventilation situé sur la partie supérieure. À l'intérieur de ce nid magnifique, les castors sont à la fois protégés des dangers extérieurs et possèdent ainsi un abri confortable. Les bébés ouvrent leurs yeux sur le monde dans le nid. Quand ils grandissent un peu plus, ils commencent à sortir dehors ensemble avec leur père et mère et ils commencent à connaître le monde. Lorsqu'ils sont fatigués de nager, la chose qu'ils aiment le plus, c'est de monter sur le dos de leur mère. La hauteur du petit lac formé par les castors atteint parfois les 3-4 mètres. En fait, pour établir le nid, ils n'ont pas besoin d'une eau aussi profonde. Très bien, alors pourquoi forment-ils ce petit lac si haut? La réponse à cette question viendra dans la saison d'hiver. En hiver, l'eau à la surface du petit lac gèle et une couche de glace plutôt épaisse se forme. Si le petit lac n'est pas suffisamment profond, le gel va progresser jusqu'au fond
et tout le petit lac va se transformer en un moule de glace. Et ceci empêcherait les castors de se déplacer. Comme si les castors savaient cela, ils approfondissent le petit lac autant que possible. Par ce moyen, en hiver, une couche d'eau épaisse demeure sous la glace. Ceci est suffisant pour que les castors se déplacent et se nourrissent. Quand on y réfléchit, on comprend que les castors font vraiment un travail extraordinaire. Ces petits êtres vivants réussissent un travail que de très nombreuses personnes ne peuvent pas réussir sans passer par une bonne éducation d'ingénierie. Très bien, qui leur fait faire cela? On ne peut pas dire à première vue que les castors soient des êtres très intelligents. Alors, comment ces petits êtres vivants conçoivent-ils leurs nids qui possèdent des entrées d'eau spéciales et des conduits de ventilation? D'où savent-ils faire des barrages qui possèdent la même conception que les centrales hydroélectriques les plus modernes du monde? Ceux-ci sont des tâches qui dépassent de loin l'intellect et le savoir de ces petits êtres vivants sympathiques. Il est clair qu'il y a une grande force qui leur fait faire les tâches qu'ils effectuent. Allah le Très-Haut, qui crée tous les êtres vivants et qui leur inspire leur comportement, inspire également aux castors le fait de faire des barrages et des nids magnifiques. Dans un verset du Coran, la souveraineté d'Allah sur les êtres vivants est expliquée ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Et quand on regarde les autres architectes dans la nature, on peut voir ouvertement que tous sont un miracle de la création. Regardons ensemble quelques-uns parmi les milliers d'exemples à ce sujet. Les termites. Les termites sont de petits insectes qui ressemblent aux fourmis. Ils vivent en colonies et se construisent des nids gigantesques. Le matériel pour la construction du nid sont les briques en terre que les termites ouvrières fabriquent en utilisant leur salive comme mortier. La taille d'un nid de termites atteint parfois 3-4 mètres. Comparée à la taille des termites, l'architecture de ces nids, qui sont tels des gratte-ciel gigantesques, est étonnante. L'intérieur des nids de termites est rempli de galeries profondes. Quant aux profondeurs des galeries, environ 1,5 million de termites travaillent dans une grande harmonie. Quand on regarde le nid en coupe, on voit qu'à l'intérieur des galeries, il y a un salon spécial pour la reine, des champs d'agriculture, des dépôts et des conduits d'aération. D'un côté, les termites poursuivent la construction et la réparation du nid. D'un autre côté, ils se préparent contre les ennemis potentiels et d'autre part, ils cultivent des champignons en faisant de l'agriculture à l'intérieur de leur nid. Et pour qu'une population aussi nombreuse puisse vivre, ceci est lié à une condition très importante, assurer l'équilibre de la chaleur et de l'humidité du nid. La solution apportée à ce problème est magnifique. Dans le toit du nid de termites se trouvent des panneaux rectangulaires qui sont construits parallèlement les uns aux autres. Ces panneaux, faits en boue, absorbent l'humidité qui émane du corps des termites. Avec le réchauffement de l'air à l'intérieur du nid, cette humidité s'évapore et s'élève vers le haut tout le long des conduits d'aération du nid. Cette évaporation abaisse la température du nid d'un côté et d'un autre côté permet une circulation d'air permanente.
Ces panneaux dans le nid des termites jouent un rôle de climatisation parfait. Il y a des exemples encore plus étonnants concernant le savoir de construction des termites. Une autre variété de termites, qui vit dans les steppes de l'Australie du Nord, construit des nids en forme de cale, dont la largeur est très grande, mais dont les bords sont très fins. Le secret de ces nids est leur angle par rapport au soleil. Les termites construisent le nid avec un tel angle que lorsque le soleil est au zénith à midi, une très petite surface du nid voit le soleil, et ainsi, le réchauffement est réduit au minimum. Dans tous les nids de termites propres à cette variété, le même angle est utilisé sans faute. Quant à l'aspect le plus frappant de l'affaire, c'est que les termites qui font toutes ces constructions merveilleuses sont aveugles. Très bien, ces petits êtres vivants, qui ne peuvent même pas voir à 1 centimètre devant eux, comment construisent-ils ces tours gigantesques qui reposent sur des fins calculs d'ingénierie ? Dans un documentaire qu'il a préparé au sujet des termites, David Attenborough, qui est l'un des biologistes célèbres d'Angleterre, fait ce commentaire devant cette question. Chaque termite ouvrier travaille conformément à un grand plan. Comment réussissent-ils cela? Nous n'avons même pas encore commencé à le comprendre. Ce grand plan que les êtres humains ne comprennent pas, mais auquel chaque termite obéit impérativement, c'est l'inspiration qu'Allah donne à ces êtres vivants. Les oiseaux tisserands. Un autre, parmi les architectes habiles dans la nature, sont les oiseaux tisserands qui se tissent des nids en cousant les herbes les unes aux autres. Pour faire un nid, un oiseau tisserand forme d'abord un toit triangulaire. Ensuite, il tisse autour de ce cadre en faisant des nœuds de 3 manières différentes. Chaque nid a un toit solide, des murs et une porte d'entrée. Le premier pas dans la construction du nid, c'est de nouer fermement une brindille longue et fine à une branche également fine. Seulement, ceci n'est pas aussi facile. Même pour faire ne serait-ce que ce nœud, l'oiseau tisserand s'efforce beaucoup. Il est très important que ce premier nœud soit effectué correctement. Dans le cas contraire, continuer la construction du nid n'aura pas de signification. Car si le premier nœud est mal fait, les étapes suivantes étant liées au premier seront également mal faites. Le nombre des nœuds augmente au fur et à mesure, et ils prennent la forme d'un anneau. L'oiseau doit bien calculer la taille de l'anneau qu'il façonne. Cet anneau doit être suffisamment grand pour qu'il puisse entrer à l'intérieur, mais doit être suffisamment petit pour ne pas permettre l'entrée des oiseaux plus grands. Cette taille idéale nécessaire pour l'anneau, l'oiseau l'obtient pratiquement toujours. Après avoir tissé ainsi l'anneau principal du nid et ses alentours, l'oiseau commence à construire le toit. La technique utilisée par les oiseaux tisserands pour tisser leur nid est la même que celle utilisée par les êtres humains qui font du tissage. Par ordre, ils cousent les brindilles les unes aux autres en passant une fois en haut, une fois en bas. En pratiquant cette technique avec une grande patience, à la fin, ils construisent effectivement des nids magnifiques. Quand on regarde les arbres où vivent les oiseaux tisserands, on voit en fait qu'ici se trouve une ville gigantesque formée de centaines de maisons et pas seulement d'une seule. Chaque oiseau tisserand a construit des maisons de la même structure en obéissant au même ordre. La guêpe.
Un autre être vivant qui rappelle les abeilles avec son habileté architecturale est la guêpe. Cette variété de guêpe grignote les morceaux de bois et en utilisant ces derniers, elle produit de la cellulose dans sa bouche, c'est-à-dire du papier. Et en utilisant ce papier, elle se construit une maison sphérique. À l'intérieur du nid, avec ce papier qu'elle colle au plafond, elle fait des alvéoles hexagonales comme les abeilles. Sur chaque alvéole hexagonale au plafond, elle colle un œuf. Environ 3 semaines plus tard, les larves sortent des œufs. En présentant une conscience étonnante, les larves tissent la bouche des alvéoles que leurs mères ont laissées ouvertes, et elles sont ainsi préservées du fait de tomber en bas en raison de leur poids. Après avoir grandi encore quelques mois, elles sortent de leur alvéole en tant que guêpes adultes. Sans perdre de temps, les jeunes guêpes se jettent dans la vie. Chaque tâche qu'elles doivent accomplir, Allah leur inspire. Les jeunes guêpes agrandissent la construction que leur mère a commencée. À la fin, apparaît une colonie plutôt grande. Le nid des guêpes est désormais un appartement à plusieurs étages. Chaque guêpe qui naît ici va se conformer à la lettre, à l'inspiration qui lui est donnée. La guêpe potier. Quant à ces petits pots que vous voyez, elles sont propres à une autre variété de guêpes. Cette guêpe produit une boue collante en mélangeant la terre humide avec une sécrétion buccale. Et en utilisant cette boue qu'elle a produite, elle fait des pots extrêmement réguliers. Tout comme c'est le cas dans la technique de fabrication des pots utilisés par les êtres humains, en tournant constamment, elle façonne la boue. Lorsque le pot est fini, elle n'omet pas d'ajouter l'ouverture tout en haut. Quand tout est accompli, la guêpe amène l'arrière de son corps à l'ouverture du pot et dépose un œuf à l'intérieur. Et après avoir ajouté un peu de matière alimentaire au pot, elle scelle l'ouverture et part en s'envolant. La larve qui sort de l'œuf va après un certain temps casser le pot et sortir dehors, et elle va se lancer dans la vie à elle toute seule. Ceux-ci sont les pots cassés et abandonnés par les nouveau-nés. Sans recevoir aucune éducation, les nouveau-nés qui sortent dehors commencent exactement comme leur mère à construire des pots impeccables. Cet art manuel magnifique qu'elles possèdent, c'est Allah qui leur inspire. L'araignée. Quant aux araignées, elles font leur construction avec des fils de soie qu'elles sécrètent dans leur propre corps. Le fil d'araignée est exactement 5 fois plus solide qu'un fil d'acier de même épaisseur. Même les grandes mouches qui volent en l'air à grande vitesse ne peuvent se libérer du piège solide et élastique de la toile d'araignée. Sur la toile d'araignée de la veuve noire se trouvent également des gouttes collantes. Pour une proie qui se fait prendre dans cette toile,
se libérer est comme impossible. La toile d'araignée est collante, élastique et solide à un degré étonnant. Au-delà du fait de former un piège, cette toile est en fait pour l'araignée une extension de son corps. L'araignée ressent les vibrations de tout type d'être vivant qui se fait prendre dans la toile et sans tarder, elle l'attrape. Quant à l'endroit où le fil est produit, c'est dans la partie arrière de l'araignée. Elle saisit et tire avec ses pattes le fil qu'elle sécrète dans un organe spécial. Les gouttes collantes sur le fil sont en fait les bouquets de fil sous forme de pelote. Quand c'est nécessaire, ces derniers s'ouvrent et la toile s'élargit facilement. Et ce qui fait construire cette merveille architecturale à l'araignée, c'est certes l'inspiration qu'Allah donne à cet être vivant. L'erreur de l'évolution. Le 19e siècle peut être cité dans l'histoire de l'humanité comme le siècle des erreurs, car, à cette époque, de très nombreuses philosophies non scientifiques, comme le marxisme, furent imposées à l'humanité au nom de la science. Quant à la plus grande erreur du 19e siècle, c'est la théorie de l'évolution, lancée par un biologiste anglais du nom de Charles Darwin. Avec son livre intitulé « L'origine des espèces » et diffusé en 1859, Darwin a prétendu que tous les êtres vivants dans la nature ont été formés à la suite de hasard. Cette théorie fut considérée crédible au niveau scientifique primitif du 19e siècle et sous peu de temps, elle fut acceptée par de larges cercles. Seulement, les découvertes scientifiques modernes ont réfuté les assertions de Darwin. La paléontologie, c'est-à-dire la science des fossiles, a montré que différents groupes d'êtres vivants sont apparus soudainement sur Terre et que pendant des centaines de millions d'années, ils n'ont subi aucune évolution. L'anatomie et la biochimie ont prouvé qu'il y a des conceptions très complexes chez les êtres vivants et que ces derniers ne peuvent pas apparaître avec des hasards. Quant aux observations biologiques, elles ont démontré que dans la nature, il n'y avait pas de mécanisme qui pouvait transformer les espèces en d'autres. Et pour ces raisons, aujourd'hui, le darwinisme est une théorie effondrée scientifiquement. Quant au comportement intelligent que nous avons examiné tout au long de ce film, c'est une autre réalité importante faisant effondrer la théorie de l'évolution. Les évolutionnistes désignent sous le nom d'instinct les comportements intelligents que présentent les êtres vivants sans passer par aucune éducation. Mais ils ne peuvent pas expliquer comment cet instinct fut placé chez cet être vivant. Dans son livre intitulé « L'origine des espèces », Darwin a consacré une partie spéciale à ce sujet. Et dès l'introduction de cette partie intitulée « Instinct », il a avoué de cette façon à quel point ces comportements intelligents chez les animaux étaient fatals du point de vue de sa théorie. La plupart des instincts sont si étonnants que leur perfection sera peut-être considérée par le lecteur de force suffisante pour détruire ma théorie en entier. Darwin fut en particulier coincé devant l'aptitude architecturale des abeilles et il s'est demandé à lui-même: qu'allons-nous dire pour l'instinct qui dirige les abeilles à faire des alvéoles parfaites, et ce, bien avant les découvertes des grands mathématiciens? Face à cette question,
La seule réponse donnée par Darwin est l'habitude, c'est-à-dire il a prétendu qu'un être vivant a acquis une habitude au cours de sa vie, puis qu'il a transmis cette habitude à ses bébés par hérédité, et qu'ainsi, avec le temps, un instinct héréditaire s'est formé. Lorsque Darwin lançait cette assertion, il l'a fait reposer sur les théories du biologiste français Lamarck, qui vécut avant lui. Seulement, la science génétique qui se développa au XXe siècle a montré que les théories de Lamarck étaient des affabulations et qu'un être vivant qui avait acquis une particularité ou une habitude au cours de sa vie ne pouvait pas la transmettre à la génération d'après. Par conséquent, l'explication apportée par Darwin concernant l'instinct est issue d'une affabulation. Un autre aspect de l'instinct qui met la théorie de l'évolution dans l'impasse, c'est la nécessité pour l'être vivant de posséder l'instinct dès l'instant de sa naissance. Car un animal dépourvu de l'instinct nécessaire ne pourra de toute façon pas poursuivre sa vie. Par exemple, au moment où il naît, un bébé qui ne possède pas l'instinct de téter le lait de sa mère ne va pas pouvoir vivre. Ceci montre que l'instinct ne pourra pas être acquis étape par étape à travers le temps, comme le prétendent les évolutionnistes. Pour toutes ces raisons, tout comme Darwin le craignait, l'instinct est la vérité qui suffit à lui seul à détruire la théorie de l'évolution. Dans son livre intitulé « Le grand mystère de l'évolution », l'écrivain évolutionniste Gordon Taylor a fait cette concession. Si on demande comment un comportement instinctif se produit au tout début et comment il prend place de manière héréditaire dans une espèce, nous ne pouvons obtenir aucune réponse à cette question. Et certes, il est impossible pour les évolutionnistes d'expliquer la source de l'instinct. Car cette source, ce ne sont pas les hasards comme ils le pensent, c'est l'inspiration donnée par Allah aux êtres vivants. La vraie source de l'art. Les abeilles qui font des alvéoles hexagonales parfaites. Les castors qui construisent des barrages conformes à leurs calculs d'ingénierie sensible. Les termites qui érigent des gratte-ciels complexes avec leurs yeux aveugles. Les oiseaux tisserands. Les guêpes qui bâtissent des appartements en papier. Les araignées maîtres de la toile et bien des milliers d'autres architectes habiles dans la nature. En présentant des œuvres architecturales étonnantes, tous ces êtres vivants nous font en fait connaître les compétences qu'Allah leur a données, et ces êtres d'ailleurs qu'Allah a eux-mêmes créés. Chacun d'eux agit avec l'inspiration d'Allah, car, comme nous sommes informés dans un verset du Coran, je demande la protection d'Allah contre le diable. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Il y a encore un autre être vivant qui produit des merveilles architecturales avec les aptitudes et l'inspiration que lui donne Allah, de sorte que les œuvres les plus majestueuses de la terre lui appartiennent. Cet être vivant est l'être humain. De nos jours, de très nombreuses personnes ne s'aperçoivent pas de cette réalité, et devant les œuvres des êtres humains, ils ne témoignent de l'admiration qu'à ces êtres humains. Or, celui qui donne à l'être humain son corps, ses sens, son intellect, sa force d'imagination, et qui lui inspire le sens de l'art et de l'esthétique, c'est Allah. Et les merveilles,
pour lesquelles on pense que ce sont des œuvres de l'être humain, elles sont en fait des manifestations de l'art et du savoir infini d'Allah. Pour cette raison, devant tout type de beauté, d'esthétique et de magnificence que nous voyons, le vrai être que nous devons admirer et louer est Allah le Très-Haut, qui crée toutes ces notions et qui inspire celles-ci comme il veut aux êtres vivants qu'il a créés. Dans un verset du Coran, voici ce qui est ordonné. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui la grandeur dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant, le sage.